Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 19-20, l'inconnu du variant anglais. Le gouvernement accélère sa détection pour évaluer son implantation sur le territoire. Aucun chiffre officiel, mais selon le conseil scientifique, il serait déjà à 8% des cas positifs dans certaines régions. Il pourrait devenir dominant en mars si on ne fait rien. Le reconfinement semble donc inéluctable, mais sera-t-il strict comme au printemps ou plus léger comme à l'automne? L'exécutif doit trouver la bonne formule, acceptable par l'opinion publique. Les couacs du plan, un jeune, une solution, des aides pour embaucher les moins de 26 ans. Le dispositif est un succès, mais l'administration est dépassée. Seules 3 primes sur 10 ont été payées. De la verdure au béton, les jardins ouvriers d'Aubervilliers, grands perdants des JO de 2024. Des familles se battent pour garder leur potager menacé par une piscine. Dans ce tableau assez sombre, il existe quand même une exception bretonne. Dans la région, le virus se répand beaucoup moins, 3 à 4 fois moins de personnes contaminées que sur le reste du territoire. On s'est rendu aujourd'hui dans les Côtes-d'Armor pour essayer de comprendre pourquoi. Le climat humide et océanique est une explication, mais pas la seule. Sandrina Ramon, Mathieu Nivengovski. Plein soleil sur le littoral des Côtes-d'Armor. Ces étudiants ont quitté Rennes quelques heures pour respirer à plein poumon. Si jamais il y avait reconfinement, autant faire quelque chose avant. Et du coup, on est venu ici se balader parce que c'est joli, qu'on respire l'air marin et que ça fait du bien aussi. La possibilité d'un 3e reconfinement est déjà intégrée. On sait très bien qu'on va être reconfiné et moi j'appréhende un peu parce que c'est pas facile. La Bretagne est pourtant relativement épargnée par le Covid-19, notamment les Côtes-d'Armor. Ici, le taux d'incidence est plus de 3 fois inférieur à la moyenne nationale. Certains ont leur idée sur la question. Peut-être qu'on est plus sage que les autres. Il y a un facteur chance, je ne sais pas en fait. Certains sous-entendent, font des relations avec la température. Bonne réponse, le climat océanique jouerait un rôle central contre la pandémie. Il est possible que dans des régions qui sont peut-être plus humides, mais qui ont une température peut-être un peu plus élevée, même en hiver, du fait de l'inertie thermique de l'océan, eh bien, que cette combinaison de facteurs soit défavorable au virus. Alors à Saint-Brieuc, on joue les prolongations. Les services publics restent ouverts jusqu'à 18h45, une dérogation prise en toute légalité par le maire. Une décision qui n'a eu aucune incidence sanitaire négative. On est un gros plateau technique de santé à Saint-Brieuc et aujourd'hui nos services ne sont absolument pas en tension. Ça ne veut pas dire que demain ça ne viendra pas et c'est là où il faut être astucieux. C'est là où il faut regarder les évolutions et les mouvements entre territoires. Donc je suis respectueux de cette tension par rapport à l'État, mais notre territoire n'est pas dans cette situation aujourd'hui. Notre attention à nous, c'est qu'il ne soit pas demain. Malgré la bonne situation épidémique dans les Côtes-d'Armor, l'impact économique et social de la pandémie est tout aussi virulent qu'ailleurs. En dehors de la Bretagne, le niveau des contaminations reste très haut. C'est la conséquence notamment de la nouvelle donne du variant anglais. On sait qu'il circule vite et qu'il pourrait être dominant en France en mars si on ne fait rien. Le gouvernement a décidé d'accélérer son identification. Sophie Guillaumin, Bruno Vignier. C'est dans ce laboratoire de la région parisienne que sont désormais envoyés presque tous les tests PCR positifs réalisés en métropole et en Outre-mer. On collecte des échantillons tous les jours de partout en France pour pouvoir réaliser l'analyse Covid ici. Les prélèvements sont analysés dans un but précis, identifier parmi tous les cas positifs ceux dus aux variants notamment britanniques. Aujourd'hui, on est capable, avec cette technique, d'avoir précisément le variant dit UK, d'identifier la souche dite classique et également d'identifier un variant qui ne serait pas UK, qui serait soit en fait, celui du variant dit sud-africain ou brésilien. Depuis ce week-end, 5000 tests ont été passés au crible ici. Impossible encore de connaître les résultats, mais une chose est sûre, les variants sont bien présents et surtout le variant britannique. Dans cette EHPAD de Toulouse, il a été identifié chez 8 résidents, 2 sont décédés. En Île-de-France, il est de plus en plus soupçonné dans les nouvelles contaminations. Selon le laboratoire Biogroup, qui réalise 40% des tests Covid dans la région, sa présence était suspectée dans 1% des PCR positives en début d'année. Aujourd'hui,
après 3 semaines, dans 21% des tests. On voit que le nombre de positifs augmente, mais le nombre de suspicions de variants augmente beaucoup plus fortement, proportionnellement, et par rapport au nombre de positifs. Des chiffres officiels devraient être communiqués en milieu de semaine. Ils permettront d'avoir une photographie précise de la place des variants dans l'épidémie actuelle. Et face à cette situation, le reconfinement semble inéluctable. Reste à savoir si la décision sera prise mercredi à l'issue du Conseil de défense sanitaire ou le week-end prochain. Plusieurs hypothèses sont sur la table. Ira-t-on vers un confinement strict comme au printemps dernier ou plus léger comme à l'automne? Cela va bien sûr conditionner nos déplacements, les vacances de février et l'activité des commerçants jugée essentielle ou non. Julien Bigard, Thomas Guéry, Alain Logatio. Alors que l'hypothèse d'un confinement se dessine, où placer le curseur des possibles interdictions? Tout le monde n'est pas procureur, mais chaque Français possède un avis bien tranché. Il vaut mieux faire un bon confinement, une bonne fois pour toutes. Je prie pour que les écoles restent ouvertes. Je plains tous les petits commerces aux alentours si jamais ils leur font refermer encore. D'abord, les déplacements pourraient être limités. Mais dans quel rayon? 1 kilomètre, comme au plus fort du confinement, 20 km comme fin novembre, ou plus élargi encore. Cet épidémiologiste plaide pour la mesure la plus stricte. Si on laisse aux gens une marche de 20 km, ils vont aller voir, moi je vais aller voir ma vieille mère, les gens vont prendre des transports en commun par exemple, ils vont prendre leur voiture, ils vont aller dans des supermarchés plus grands, ça va augmenter les croisements. Et tout ça, c'est comme ça que le virus circule. Le risque, ce serait des vacances d'hiver chacun chez soi. Un scénario déjà redouté dans les stations de ski, où les professionnels du tourisme sont en difficulté. Pour cette hôtelière, ce serait une double peine. Maintenant qu'on n'a plus les remontées mécaniques et que la saison semble être une saison blanche, il va vraiment, si on a un nouveau confinement, on ne s'en sortira pas. Quel serait alors le sort des écoles, où le nombre de cas positifs progresse? 371 classes et 64 établissements ont même fermé leurs portes, 3 fois plus en une semaine. Certains de nos voisins européens, comme l'Angleterre, ont prononcé des fermetures nationales. Mais pour le ministre de l'Éducation, pas question d'en arriver là. L'école reste essentielle pour nos enfants. Je préfère les modalités qui ont prévalu en novembre avec les établissements ouverts. Reste la question des commerces, jugés non essentiels. Le MEDEF plaide pour les laisser ouverts, contrairement aux 2 premiers confinements. Ce qu'on demande, nous, c'est de trouver le bon équilibre. Ce bon équilibre, c'est pour laisser les commerces ouverts, ne pas retomber dans, vous savez, ce débat un peu absurde sur non essentiel, essentiel qu'on a eu au mois de novembre. L'une des tentations pour le gouvernement, attendre la fin des soldes, une période cruciale pour les enseignes de vêtements, comme ici à Bordeaux. Ça nous bloque notre trésorerie, les stocks sont payés. Donc si vous ne les évacuez pas, vous n'avez pas de quoi racheter les prochains stocks en fait. Le confinement n'est pas encore décidé, mais en coulisses, toutes les options sont déjà étudiées. Et pour lutter contre le virus, le gouvernement mise bien sûr aussi sur la vaccination. Bonsoir Damien Mascret. Bonsoir. On est nombreux à se poser la question, le vaccin est-il efficace pour neutraliser les différents variants ? Écoutez, la semaine dernière, on avait eu une étude qui avait montré, alors sur le variant anglais, qu'il y avait effectivement une efficacité conservée avec les vaccins ARN, ceux qui sont administrés en ce moment. Et puis, malgré tout, il y avait une activité qui était un peu diminuée sur le variant sud-africain. Ça nous embêtait un petit peu. Mais voilà, il y a quelques heures, une nouvelle étude de Moderna a été publiée, vaccin ARN, et qui a montré que l'efficacité était suffisante à la fois sur le variant anglais et sur le variant sud-africain. Maintenant, il y a aussi le variant brésilien. Il n'est pas encore répandu en France, mais sur celui-ci, on ne sait pas encore. En tout cas, bonne nouvelle, en tout cas encourageante. Mais on ne pourra pas compter sur un vaccin développé par l'américain Merck et l'Institut Pasteur. Les 2 organismes, aujourd'hui, ont annoncé que leurs produits n'étaient pas, je les cite, aussi efficaces que celui de leurs concurrents. Ça peut perturber le calendrier de la vaccination ? Alors, sans doute pas, parce que de toute façon, on ne l'attendait pas avant la fin de l'année. Donc, malgré tout, c'est un échec. Mais on a d'autres vaccins. On n'avait pas mis tous nos œufs dans le même panier, si je puis dire, puisqu'on avait parié sur les vaccins ARN qui sont là, le vaccin à adénovirus qui va arriver bientôt à AstraZeneca, et puis d'autres encore qui arrivent, Janssen notamment. Donc non, ça ne devrait pas perturber la campagne de vaccination. Merci beaucoup Damien. En attendant de décider d'un reconfinement, le gouvernement a déjà durci ses conditions d'entrée en France. Depuis hier, tous les voyageurs qui viennent d'un pays de l'Union européenne doivent présenter un test PCR négatif pour passer la frontière. Dans les faits, il y a des contrôles dans les aéroports, les ports, mais pas dans les trains et encore moins, bien sûr, sur la route. Les nouvelles règles avec Thomas Curie.
Cluny, Alban Mikosi, Marc Félix. À leur arrivée en France, à Roissy ce matin, ces voyageurs en provenance de Dublin ont dû se plier aux nouvelles règles en vigueur, un test PCR négatif. On a été contrôlés à peu près 5 ou 6 fois. Ils nous mettent une pastille sur le passeport. Ils vérifient donc les résultats au moins 2 fois, une fois qu'on part et une fois qu'on arrive. Depuis hier, lorsque vous arrivez d'un pays de l'Union européenne, vous devez présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures à votre arrivée. La mesure existait déjà pour les pays n'appartenant pas à l'Union européenne, avec en plus un engagement sur l'honneur à respecter un isolement de 7 jours avant d'effectuer un nouveau test à la fin de cette période. Passagers et compagnies aériennes ont dû s'organiser et s'adapter en quelques heures. Au départ de Rome cet après-midi, ce chef d'escale d'Air France contrôle les documents des passagers. Je dois vérifier si vous avez le test PCR pour la France. J'en ai un. Absolument, voilà. Merci beaucoup. Je vérifie. Nous, la compagnie peut faire une modification des réservations sans frais pour demain ou après-demain, le temps de donner aux clients le temps de faire le PCR test et d'être conforme à la loi française. L'obligation du test PCR négatif pour entrer sur le territoire ne concerne que les transports aériens et maritimes. Aucun contrôle en revanche sur les routes et dans les trains. Les salons de coiffure et d'esthétique seront-ils fermés au prochain confinement? La profession redoute de vivre le scénario de leurs collègues belges. Là-bas, tous ces commerces sont à l'arrêt depuis près de 3 mois déjà. Pour survivre, certains coiffeurs exercent directement au domicile de leurs clients. Bien sûr, c'est illégal, mais difficile à contrôler pour les autorités. Reportage de notre correspondant à Bruxelles, Julien Gasparetto, Frédéric Furnémont. Il parcourt les rues de Bruxelles avec un simple sac de courses pour ne pas éveiller les soupçons. Bonjour. Louis est coiffeur et il en est déjà à son 7e rendez-vous de la journée. Son salon est fermé depuis 3 mois, alors il coiffe à domicile en toute illégalité. En faisant cela, il risque au minimum 750 € d'amende, mais lui affirme qu'il n'a pas le choix. Les 6 000 € d'aide qu'il a touchés ne lui suffisent plus pour vivre. C'est ça ou je meurs, je meurs de faim. Demain, si je ne travaille pas en extra, je dois liquider ma maison. Les réserves sont épuisées. Sa cliente assume elle aussi ce rendez-vous clandestin. Il y a plein de gens qui vont peut-être dire oui, c'est pas nécessaire d'appeler coiffeur, mais moi si j'en ai besoin, je le fais pour moi et puis pour lui aussi. En Belgique, les coiffeurs, esthéticiennes et tatoueurs restent fermés car le gouvernement estime que le risque de contamination y est élevé. Mais sur les réseaux sociaux, il suffit de quelques clics pour trouver un rendez-vous. Un groupe spécial a même été créé. Cette esthéticienne reçoit à domicile. Elle aussi est en difficulté financière et elle est en colère car à quelques kilomètres de chez elle, ses collègues français, eux, sont ouverts. On ne comprend vraiment pas pourquoi, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui se révoltent d'ailleurs et qui veulent ouvrir malgré l'interdiction de toute façon. Puis les gens commencent à bouillonner un petit peu aussi et la soupape commence à exploser. Pour l'instant, selon les chiffres officiels, seuls 2 professionnels ont été sanctionnés sur plus de 3000 contrôles. Car les autorités ne peuvent intervenir que dans les locaux professionnels. Ce qui est compliqué, c'est de pouvoir constater l'infraction sur place. Parce que pour cela, il faut naturellement se rendre au sein du domicile et ça demande d'avoir monté un dossier et d'avoir obtenu certaines autorisations écrites d'un juge par exemple. Le gouvernement a laissé entrevoir une réouverture des salons à la mi-février, mais seulement si la situation sanitaire s'améliore. Le cycle de la violence n'en finit pas à Mayotte. La tension est même montée d'un cran ces derniers jours avec la mort de 3 personnes. 2 des victimes n'ont que 14 et 15 ans. Elles ont été tuées à l'arme blanche. Aucune interpellation, mais sur place, les habitants parlent de règlement de compte et plusieurs maisons ont été détruites lors de ces incidents. Au mois de décembre, en pleine polémique sur les violences policières, Emmanuel Macron promettait une grande concertation. Le Beauvau de la sécurité a été lancé aujourd'hui. Des réunions auront lieu jusqu'au mois de mai pour tenter de renouer le lien avec la population. Dans les quartiers nord d'Amiens, ça fait longtemps que la défiance s'est installée entre les uns et les autres. C'est un reportage d'Hugo Pufné, Georges Pinol, Samuel Guibaud. C'est un quartier sensible au cœur de la Somme. Amiens Nord, 14 000 habitants, 70% de logements sociaux et une défiance persistante vis-à-vis de la police. Au pied de cette barre d'immeubles, nous rencontrons ces adolescents et jeunes adultes. Tous décrivent des relations difficiles avec les policiers. Des fois, ils fouillent un peu fort. Il y en a des fois, ils disent des mots.
Par exemple, tu vas marcher, tu vas marcher à côté d'eux, tu vas attendre bâtard. Après, on rentre pas dans leur jeu. Ouais, dans leur jeu. Ne pas répondre, ne pas faire de remarques face à des policiers qu'ils trouvent intimidants et menaçants pour éviter les ennuis. On m'a dit que quoi qu'il arrive, il sera défendu. Mais même eux, ils le disent. Même Quoi qu'il eux, arrive, ils se il sera gênent pas de défendu. le dire. Dans tous les cas, t'as tort, tu loi, vas pouvoir rien faire. C'est Voilà, c'est ça. La loi, c'est moi. moi. Je l'ai déjà entendu. Hein. Tu peux faire ce que tu veux. T'auras rien du tout, mon gars. Ils se comportent vraiment comme un vrai gang. Les bons policiers n'osent pas dénoncer les mauvais policiers. C'est comme dans un gang. D'autres, au contraire, aimeraient voir la police plus souvent. À côté de l'école maternelle, derrière cette barrière, des seringues pour l'héroïne jonchant le sol. C'est un point de chute pour toxicomanes. Les parents d'élèves inquiets et excédés l'ont signalé depuis des années aux forces de l'ordre. Ils se sentent délaissés. Le sentiment que j'ai, c'est qu'il faudrait qu'il y ait au moins une présence physique pour dissuader toutes ces personnes qui viennent se piquer juste là, derrière l'école. Honnêtement, je suis choquée. J'ai même envie d'enlever mes enfants d'ici, de les mettre autre part. On ne demande rien d'autre que juste de contrôler au moins 1 ou 2 fois dans la semaine. Vous vous sentez un peu abandonné par les autorités? Oui, clairement, oui. Une colère ancrée dans le quartier. En 2012, des émeutes avaient éclaté. Des dizaines de voitures et une école étaient incendiées. Depuis, avec la mairie, les policiers vont au contact des habitants. Débats, repas, visites de commissariat. Objectif, désamorcer les critiques et expliquer leur mission, selon eux, mal comprise par la population. Ça ressort d'une grande méconnaissance de notre action et sans doute d'un défaut de communication de notre part. Aujourd'hui, 99% de notre action, elle se passe dans le calme, elle se passe dans la déontologie, elle se passe dans le respect des règles républicaines. Près de 150 rencontres sont organisées chaque année, un travail à long terme pour renouer le lien fragile entre police et citoyens. Ne pas abandonner les réformes tout en tenant compte du contexte sanitaire et économique, c'est toute la difficulté du gouvernement face à la réforme de l'assurance chômage. Julien Cholin, bonsoir. Alors, elle a été reportée une première fois, elle devait s'appliquer le 1er avril. Et là, le calendrier est encore repoussé. La date, c'est pour quand? Eh bien, quand ça ira mieux. Eh bien oui, la crise est passée par là. Cette réforme, rappelez-vous, elle devait durcir les conditions d'attribution avec des aides réduites à partir du 7e mois et un nouveau calcul défavorable aux salariés qui alternent contrat court et chômage. Et bien forcément, avec le contexte, ces milliers de travailleurs précaires touchés par la crise, eh bien le gouvernement a proposé d'inscrire dans la loi ce qu'on appelle une clause de retour à meilleure fortune. En clair, la réforme s'appliquera quand l'économie ira mieux. Et clairement, il va falloir attendre un peu. L'objectif réformateur d'Emmanuel Macron est bien contrarié par cette crise sanitaire et économique. Et c'est vrai que ces fameuses grandes transformations ont bien du mal à passer le crash test de la crise sanitaire. Prenez la réforme des retraites, ça nous paraît très loin aujourd'hui, mais juste avant la pandémie, c'était le chantier du moment. Eh bien là encore, le monsieur retraite du gouvernement l'a confirmé hier sur France Info. On verra plus tard, il est urgent d'attendre. Et pour une fois, gouvernement, syndicats et patronat sont tous plutôt d'accord là-dessus. Merci beaucoup, Julien. Depuis le début de la crise, le gouvernement a affiché sa détermination à aider les jeunes. En juillet, il lançait le plan Un jeune, une solution, un dispositif de prime pour inciter à embaucher des moins de 26 ans. 250 000 demandes déjà approuvées, c'est un succès. Mais l'administration est dépassée. L'État a du retard dans le versement des sommes promises. Gaëlle Handols avec Alexandre Dupont. Cécile Châtel est styliste. Elle a créé son entreprise il y a 2 ans et quand elle entend parler de l'aide exceptionnelle pour embaucher un apprenti, elle n'hésite pas longtemps. Pour moi, c'était une opportunité et j'avais juste envie de la saisir en fait. C'était en septembre dernier. Elle sélectionne une apprentie, signe son contrat et se renseigne auprès de l'organisme qui valide les dossiers. Ils prennent en charge le prix de l'école et du coup le salaire de l'apprenti à hauteur de, je crois que c'était plus de 85%, je crois. Donc il me restait juste 200 € à verser. Donc 200 €, moi dans ma trésorerie ça va. Donc pourquoi pas, je leur demande à partir de quand, parce que du coup est-ce que c'est immédiat, comment ça se passe? Ils me disent que ça prend 20 jours. 4 mois après, toujours aucun centime versé. Sans cette aide, Cécile Châtel n'a jamais pu payer son apprenti. Alors, depuis décembre, sa chaise est vide. Le dossier est pourtant validé début janvier. Depuis, plus rien n'avance et les services administratifs peinent à répondre. Ils ont dû réduire leur
plage téléphonique suite à des soucis de gestion. Donc c'est pour ça que vous risquez d'avoir du mal à les avoir. D'accord, parce qu'ils sont débordés? Ouais. Voilà, il y a beaucoup de monde qui essaie de les joindre. 850. Cécile Châtel n'est pas la seule dans ce cas. Le dispositif est un succès. 350 000 dossiers ont été déposés, 71% sont validés, mais seuls 30% sont effectivement payés. Des retards administratifs contre-productifs selon le patronat. Dès lors où il y a un jeune qui a trouvé une entreprise et qui veulent travailler ensemble, il ne faut pas qu'il y ait de complexité administrative. Ce serait tellement dommage que la complexité administrative fasse effacer le projet et s'annuler le projet. Pour désengorger le dispositif, le ministère a recruté 200 agents et Elisabeth Borne l'affirme. Nous nous engageons à ce qu'ils soient payés d'ici le 5 février. Trop tard pour Cécile Châtel. Son apprenti l'a assigné en justice la semaine dernière. Les espaces verts seront-ils les grands sacrifiés des JO de 2024 et du Grand Paris? À Aubervilliers, au nord de la capitale, des familles se battent pour préserver leur jardin ouvrier, un havre de verdure qui existe depuis 85 ans. Les opposants dénoncent une hérésie écologique. Simon Ricotier avec Jean-Marie Lecartier. C'est un petit coin d'air pur, au milieu des tours d'immeubles. Des jardins ouvriers installés là depuis 85 ans. Voilà quelques mois, Viviane Griveau-Genet y a installé son potager. Un gros chou, une betterave, une lavande blanche, un cardon. Quelques mètres carrés de verdure, pourtant menacés. Dès le mois de mars, son lopin de terre sera rasé pour laisser la place à une piscine d'entraînement pour les Jeux Olympiques 2024 et d'autres équipements aquatiques. L'espace spa fitness, il va s'étendre, il va manger 1 hectare de jardin. Donc 1 hectare de jardin, ça veut dire qu'on va arriver à peu près en face de la dernière des tours orange que vous voyez. Voici les jardins filmés depuis les tours en question. En tout, une vingtaine de parcelles seront bétonnées pour les besoins des travaux de la piscine. Les jardins rayés de la carte seront déplacés un peu plus loin, au cœur d'un espace boisé. À leur place, dans 2 ans, un centre nautique avec solarium, centre de fitness et plusieurs saunas et hammams. Un choix que les jardiniers ne comprennent pas. Pour eux, c'est une partie du patrimoine d'Aubervilliers qui est menacée. Ici, c'est une terre qui est fertile, qui a été cultivée par des générations de jardiniers depuis les années 20, 30 et avant. Donc toute cette histoire de culture, tout ce patrimoine, en fait, tous ces savoirs en fait, des jardiniers, on risque de perdre tout ça. Supprimer des espaces verts dans un des départements, la Seine-Saint-Denis, qui en compte le moins. Les jardiniers sont contre. Surtout que pour eux, la piscine tout entière pourrait tenir sur ce parking, sans toucher au jardin et les autres équipements sur le toit du bassin. Une idée défendue par cet architecte. Plus on va perdre d'espace vert, en fait, plus les villes vont se réchauffer. Donc on a besoin, au contraire, de planter des arbres, de végétaliser au maximum les villes, plutôt que venir détruire des jardins comme ici. Alors pourquoi ne pas modifier le projet? Trop tard selon la mairie. Le contrat a été signé par l'équipe municipale précédente et le dénoncer aujourd'hui coûterait trop cher à la ville en pénalité. Sans compter qu'un équipement olympique renforcera l'attractivité d'Aubervilliers. Si on revient sur le projet, je casse le marché, je paye 4,7 millions. Les habitants nous ont aussi élus sur les engagements de bonne gestion. Je pense que le chèque de 4,7 millions ne passerait pas. Et puis de toute façon, ça serait au détriment de trop d'autres choses. Et on a vraiment besoin de mener beaucoup de projets sur la ville. Alors comment justifier de tels travaux pour des JO qui se veulent exemplaires d'un point de vue écologique? Grand Paris Aménagement, qui porte le projet, rappelle que toute la surface de jardin perdue sera compensée et qu'un écoquartier sera créé à proximité. Mais les jardiniers sont sceptiques. Ils ont déposé un recours contre le plan local d'urbanisme qu'ils jugent illégal. Seul espoir, selon eux, de préserver les jardins d'Aubervilliers. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 21h05, Secret d'Histoire, Stéphane Bern, les courtisanes Agnès Sorel, première des favorites. Prochain rendez-vous avec l'info, le 23h, avec Patricia Loison sur France Info, Canal 27. Excellente soirée à vous. Je vous dis à demain. Bonsoir. Retrouvez toute l'info en continu sur le Canal 27.